c'est pas parce que je vous ai abandonné. Je suis depuis, je dis 20 minutes, je vois qu'il est 10h22, pas 20 minutes. Je suis depuis moins de quart à l'INSPE et je tente désespérément de me connecter. Là, je suis sur mon téléphone. Je suis sur mon téléphone et sur mon ordinateur, rien ne passe. Donc, je suis toujours en attente sur mon ordinateur. Je ne veux plus attendre longtemps. Donc, je suis passé par mon téléphone, non seulement le réseau de mon téléphone, mais aussi les moyens audio de mon téléphone directement. Voilà, donc j'ai un PowerPoint pour vous. J'espère que je pourrai le passer, sinon je ferai à l'ancienne, tout simplement, hein, sans support. Vous aurez le support sur Moodle, pardon, sur eCursus. Ah, voilà, je crois que j'ai réussi à me connecter sur mon ordinateur pendant que je vous parlais sur mon téléphone. Donc, je vais arrêter la connexion sur mon téléphone pour passer sur mon écran. Je pense que ce serait déjà mieux. Alors, accordez-moi encore 30 secondes, s'il vous plaît. M'entendez-vous? Oui. Oui, d'accord. Test. 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 Voilà. En principe, ça devrait fonctionner maintenant. Bon, eh bien, dis donc, j'y suis parvenu malgré tout ça. Voilà, m'entendez-vous toujours correctement maintenant, sans écho? Oui, c'est bon. C'est bon? Bon, voilà. Ben, écoutez, encore une fois de plus, vraiment toutes mes excuses. Toutes mes excuses. Vous savez pourquoi je ne veux pas m'étaler davantage, mais c'est vrai que c'est tracassant de faire les choses correctement et arriver comme ça et ne pas avoir de connexion. Donc, il y a une camarade présente, elle est témoin de tout ça. Donc, ça y est, on va pouvoir repartir. Ben, écoutez, bienvenue à vous tous. Nous sommes à notre 4e CM. Alors, ce CM porte sur les principes et les symboles de la République. Alors, pourquoi l'intégrer dans ce cours qui porte sur les valeurs de la République? Pour une raison simple, c'est parce que à la fois les symboles et les principes, c'est ceux qui portent ces valeurs de la République. Ce sont des éléments cardinaux, les fondations, les fondements, et à la fois un reflet de ces valeurs de la République. On ne peut pas évoquer les valeurs de la République sans en comprendre les principes de cette République et les symboles qui affectent cette République et qui reflètent l'image de cette République. Donc voilà dans quel cadre nous nous situons aujourd'hui
en principe, le cours aurait dû vraiment durer 2 heures, donc je vais aller parfois à l'essentiel sur ce que vous allez pouvoir faire vous-même, lire tout seul et les explications nécessaires que je vais vous apporter. Alors, Madame Saufière a levé la main. Oui, c'était juste pour vous dire, Monsieur Bélanger, que comme on a cours avec en général Monsieur Marot avant et qu'on est en CM, on est très nombreux, du coup, de 8h à 10h, on ne peut pas aller sur place. Nous, je veux dire, beaucoup d'entre nous, on ne peut pas venir, comme on finit à 10h, on ne peut pas venir à l'INSPE à 10h. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, je ne connaissais pas ces conditions, mais il est évident que j'aurais fait comme vous et vous avez totalement raison. Hein. Je vous en remercie pour cette précision. Alors, vous êtes parcours EPS peut-être, hein, si vous avez M. Marot. C'est ça, Madame Saufière? Parcours lettres modernes. Ah, parcours lettres modernes, d'accord. Très bien. Effectivement, vous êtes très nombreux, vous ne pouvez pas tous être à l'INSPE. Avez-vous des informations concernant la date de votre retour, ne serait-ce que partiellement à l'INSPE? Est-ce que vous avez cette date ou pas du tout? 15 normalement. Pour nous, on Pardon? EPS. Alors ouais, je crois que donc nous on est les derniers dans les parcours EPS et on revient le 14 novembre, je crois. Et par contre les autres parcours c'est avant, je crois. Mais Voilà, c'était Et par avant. exemple, pour le parcours CPE, monsieur, ben, en fait, vu que ce matin, comme les lettres, et je pense que tout le monde est dans le même cas, on a monsieur Marot et maintenant on vous avoue, et on est plus de 60 en général. Donc, on s'est dit que ce serait forcément à distance parce qu'on n'avait pas de jauge pour Bien dire il y sûr. a une partie en présentiel et une partie en distanciel. Oui, mais je comprends mieux maintenant. Je pense que dorénavant, je regarderai ce que vous avez avant pour pouvoir décider. Bon, on se revoit dans à peu près 2 semaines. Peut-être que d'ici 2 semaines, nous serons déjà à minima partiellement en présentiel et partiellement donc en distanciel. Donc, d'ici la prochaine fois, je pense que ça va se régler. Mais en tout cas, merci pour ces efforts et cette explication et ces explications, pardon. Et donc, on va pouvoir démarrer avec le cours d'aujourd'hui pendant que je vous parle, j'essaie de télécharger et qui va nous servir de support au cours d'aujourd'hui. Alors, le temps de faire la manipulation. Alors évidemment, si pour une raison ou pour une autre ça coupe, restez patient. Je fais tout mon possible pour revenir avec ces conditions techniques. Il se pourrait que je perde la connexion à un moment ou à un autre. Donc, soyez patient. Je ferai tout mon possible pour revenir le plus tôt possible. Voilà. Alors, à l'écran, théoriquement, vous avez la première diapo concernant le cours d'aujourd'hui, les valeurs de la République. Voilà, donc voilà la programmation. Je reviens toujours au sommaire du jour de la programmation. Nous avons donc 6 CM, nous sommes au 4e CM et ce CM portera sur les symboles républicains et les nouveaux principes constitutionnels. Alors, il y a eu une petite coquille là que je vais rectifier tout de suite. Et principes constitutionnels, voilà. Donc, allons-nous voir précisément, nous allons avoir 3 parties. Nous allons évoquer les principes fondateurs de la République, ce qui a forgé la République au cours de l'histoire. Ensuite, il y a quelques principes plus récents, des principes constitutionnels, donc adossés à la Constitution ou intégrés à la Constitution. Donc, vous savez que la Constitution, c'est ce qui dit la loi et le droit pour la République française. Et nous sommes en 5e République depuis 1958. Ce texte constitutionnel n'a quasiment pas bougé. De temps en temps, il y a ce qu'on appelle, les constitutionnalistes appellent un toilettage,
c'est-à-dire à la marge, il y a des points qui sont ajustés ou revus, mais dans l'essentiel, dans son essence même, la Constitution reste les fondamentaux du fonctionnement de l'organisation de la République, de la Ve République. Après ces principes récents, nous verrons les symboles et les emblèmes de la République, les caractéristiques, comment la République se reconnaît à l'étranger et comment le peuple français se reconnaît à travers ces symboles et ces emblèmes. Voilà donc pour le programme d'aujourd'hui. Alors, je vous le dis, comme d'habitude, vous aurez le support de ce cours. Alors, tout ce qui est sur ces diapos, je ne vais pas les lire, je ne vais pas les évoquer directement. Je vous laisserai le soin de les aborder. Je vous apporterai les explications nécessaires pour que vous puissiez bien comprendre le cours, même quand vous n'avez pas le professeur en face de vous. Et j'essaierai d'insister donc sur l'essentiel. On va commencer par la première partie, les principes fondateurs de la République. Alors, ces principes fondateurs sont au nombre de 4, et sachez que ces principes fondateurs sont à lire, à comprendre en écho avec les valeurs de la République qu'on a déjà abordées, avec les valeurs de la République, c'est-à-dire la liberté, égalité, fraternité notamment. Et à la fin, nous essayons de faire une petite synthèse pour que vous puissiez bien comprendre le lien qui existe entre valeurs et principes. Alors, les principes fondamentaux, qu'est-ce que c'est ? C'est ce sur quoi la République ne déroge pas et aucun gouvernant ne doit y déroger. Évidemment, aucun citoyen non plus. Ce sont des droits qu'on dit intangibles, qu'on ne peut pas toucher, sauf lorsqu'il y a une réforme, une révision constitutionnelle. Mais à ce moment-là, il faut que l'ensemble des délégués du peuple français, c'est-à-dire les sénateurs et les députés, soient d'accord. Ils se réunissent dans un parlement qu'on appelle le congrès des élus, c'est-à-dire lorsque les députés et les sénateurs se réunissent pour prendre une décision à valeur constitutionnelle, fondamentale à valeur constitutionnelle. Donc, c'est seulement à ce moment-là que le droit, la loi, ce qui est inscrit dans la Constitution peut être modifié et encore à la marge. Lorsqu'il y aura une modification de fond, on passera à une autre république, à la Sixième République, et la Constitution s'en trouvera changée. Pour l'heure, lorsqu'il y a un toilettage, lorsqu'il y a des ajustements, tout simplement parce que 1958, ce n'est pas 2021, donc forcément, il y a une évolution de la société, donc il faut en tenir compte. Mais c'est un minima à chaque fois. S'il y a un bouleversement, on va être, la République sera obligée de changer de numéro et de passer à la Sixième République. Voilà. Alors, dans les principes fondamentaux, l'article 1er de la Constitution le dit haut et fort que la France est une république qui est indivisible, qui est laïque, qui est démocratique et qui est sociale. Donc, ce sont ces 4 piliers-là, ces 4 principes fondamentaux qu'on va aborder en premier lieu, donc dans la première partie. Alors, dans cette première partie, premier élément, donc, c'est la France est une république indivisible. Alors, qu'est-ce que ça signifie indivisible ? Ça signifie que la République prend tout son sens et toute son essence autour du peuple, autour de la nation française, autour des citoyens, à part pas quelques citoyens, tous les citoyens. Voilà. Indivisible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une décision sans l'assentiment de tous les citoyens. Voilà. Alors, bien sûr, ça, c'est dans le sens théorique. Si on ne va pas voter, tous les citoyens ne s'expriment pas, mais en tout cas une majorité. Mais le but, c'est de dire que rien ne peut se faire sans la volonté du peuple. Le peuple, il est l'arbitre suprême. Voilà. Il élit des représentants, mais c'est un arbitre suprême et rien ne peut entamer la souveraineté du peuple français, du citoyen français. Voilà. Et donc, lorsqu'une décision est prise, la décision est prise au nom de tous, pas au nom de quelques-uns, mais au nom de tous. Donc, on ne peut pas diviser la nation. La citoyenneté est pleine et intégrale pour tous. Voilà. Alors, autre versant de l'indivisibilité de cette République, qui fait partie de ces principes, c'est la loi. Lorsqu'une loi est votée, lorsqu'il y a des droits et des devoirs,
eh bien, ça s'applique à l'ensemble du territoire, donc à l'ensemble des citoyens français. Et au-delà des citoyens français, même à ceux qui y résident. Les étrangers, par exemple, n'ont pas un droit particulier par rapport au droit français. Théoriquement, tous ceux qui habitent, qui résident sur le territoire national, doivent se conformer aux textes en vigueur, aux lois en vigueur. Alors, ces étrangers ont des droits, bien sûr, déjà des droits humains, mais des droits en tant qu'étrangers, mais aussi des obligations. Donc, pour revenir à la population française native ou naturalisée, ces populations françaises, ces citoyens français, on leur garantit le principe d'égalité sur tout le territoire. L'indivisibilité, c'est indivisibilité par la personne, par le citoyen, par la nation, mais indivisibilité, c'est aussi par rapport au territoire. C'est-à-dire que quel que soit le territoire national, là où vous vous situez dans le territoire national, les droits, les lois, les devoirs s'appliquent aussi. Bon, il y a des adaptations, notamment dans le cas des ultramarins, comme vous le savez, notamment les collectivités territoriales, mais globalement, la loi s'applique de la même façon pour tous. Plus tard, on verra qu'il y a une certaine adaptabilité de la loi et du droit pour certains territoires à leur demande et sous contrôle quand même de la Constitution française. On va développer ça tout à l'heure. Alors, l'indivisibilité, par l'individu, par le citoyen, indivisibilité par rapport au territoire, mais indivisibilité aussi par rapport à la langue. La langue officielle reconnue pour la France, c'est le français. Donc, le français, c'est la langue commune qu'on ne peut omettre ou écarter vis-à-vis d'une autre langue. Voilà, la langue nationale, c'est le français. Et ça marque aussi l'union, l'unité du peuple français. Donc, voilà pour ce premier principe qui est le principe de l'indivisibilité. Alors, si quelqu'un veut réagir, réagissez directement par le micro parce que je n'ai pas le tableau de bord pour l'instant, hein, c'est volontaire parce que je suis sur la diapo. Je n'ai pas le tableau de bord général, donc si quelqu'un veut avoir des précisions concernant ce que je viens de dire sur cette diapo, donc n'hésitez pas, vous prenez la parole. Oui, allez. Vous avez dit quoi concernant l'individu? L'indivisibilité? L'individu, pardon. L'individu, Oui. l'individu, c'est-à-dire l'individu à travers, c'est le citoyen. L'idée de l'indivisibilité, c'est de dire que tous les citoyens concourent à la loi. Tous les individus, tous les citoyens ont des droits concernant le vote d'une loi, par exemple. Alors, je vais le dire encore autrement, c'est-à-dire que tous les citoyens, l'individu, donc, tous les citoyens, pas quelques-uns, tous les citoyens ont la souveraineté, c'est-à-dire expriment la souveraineté du peuple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une décision sans l'assentiment du peuple, sans l'assentiment des citoyens. Alors, pas individuellement, mais par rapport à leurs représentants, députés, élus quelconques, hein, voilà, président, etc. Donc, voilà le lien avec l'indivisibilité. C'est-à-dire que quand une décision est prise, elle est prise au nom de tous les citoyens. Ça va? D'accord, merci. Voilà. Autre question par rapport à ça? Bon, eh bien, on continue. On continue avec le deuxième principe. Donc, la République est indivisible. La France est une république aussi laïque. Alors, laïque, ça, c'est un des adjectifs que vous entendez le plus souvent, et pour cause. Ces dernières années, ces derniers temps, la République a beaucoup été attaquée sous cet angle-là de la laïcité. Donc, qu'est-ce que cela veut dire en plus clair, la République laïque? Alors, c'est bien plus que ce que l'on dit très souvent. Alors, laïque, ça veut dire que il n'y a pas une religion dominante en France. Hein? Il n'y a pas une religion dominante en France. Alors, avant de développer cet aspect-là,
le lien que l'on peut faire entre laïque et religion et religieux, c'est que laïque s'oppose aux religieux, justement. Hein. Laïque s'oppose aux religieux. La France défend l'idée de sa laïcité pour dire que, d'accord, en tant qu'individu, chacun d'entre nous, nous pouvons croire ou ne pas croire, oui, mais seulement notre croyance ne doit pas altérer ou impacter le bon fonctionnement, l'organisation de la République. Alors, pourquoi cette laïcité est mise en avant? C'est parce que depuis très longtemps, la France est un pays ouvert. Un pays ouvert, un pays de conquête aussi, un pays de colonisation, un pays qui attire les peuples, les populations du monde entier. Et quand ces populations viennent sur la terre de France, cette population n'a pas forcément les mêmes us et coutumes. Et donc, pour homogénéiser l'ensemble des habitants, des résidents du territoire français, le législateur a voulu que tout ce qui relève de la croyance religieuse, soit mise de côté. C'est-à-dire que ça reste dans la sphère privée et que ça n'impacte pas l'organisation et la bonne marche de la République. On peut avoir une religion laïque, façon de parler, par extension, mais pas au sens religieux. Pas au sens religieux, pas au sens de la croyance. Voilà. Donc, même si la majorité des Français sont des catholiques, hein, même si la majorité des Français sont des catholiques, mais le président de la République, par exemple, qui représente l'ensemble des Français, n'a pas à se prémunir de cette croyance, de éventuellement sa croyance, pour conduire les affaires publiques. Voilà. Chacun dans la sphère privée peut avoir sa foi, peut avoir ses croyances, mais en aucun cas cela doit impacter sur le fonctionnement de la République. Alors je prends votre exemple. Vous êtes de futurs fonctionnaires de l'État. Il est hors de question, quelle que soit votre opinion religieuse, vos croyances, pardon, et même votre opinion politique, mais vos croyances, à les faire transparaître, à en faire une sorte de propagande vis-à-vis de vos élèves. Là, c'est sanctionnable. Donc, faites attention à cela. Alors, toutefois, c'est pas parce que vous êtes enseignant, vous êtes dans la fonction publique, vous êtes CPE, que vous ne pouvez pas avoir vos croyances. Quand vous avez vos croyances, ce sont les vôtres. Vous n'avez pas à les transmettre à vos élèves ou à ceux que vous encadrez, mais ce sont les vôtres. Mais à aucun moment, l'État, la République ne dit il ne faut pas en avoir. Vous pouvez avoir vos croyances, vos pensées, ou vous pouvez être athée. Peu importe, ce n'est pas interdit à titre personnel. Voilà, ce n'est pas du tout interdit, à condition de respecter les limites que vous offre l'institution. L'école vous interdit de les diffuser, d'en faire du prosélytisme. Mais quand vous sortez de votre travail, vous pouvez aller au culte, vous pouvez arborer une grosse croix si vous voulez, peu importe votre positionnement religieux. Voilà. Alors, pourquoi dit-on encore que la République est laïque? La République est laïque parce que elle veut que personne ne soit sous la contrainte de dogmes, voilà, ou de prescriptions religieuses. Alors, je vais vous expliquer ça d'une autre façon. C'est-à-dire que, admettons que vous apparteniez à une église, quelle qu'elle soit, et que cette église fasse pression sur ses fidèles pour que ces fidèles respectent ou soient contraints de respecter certains dogmes ou certaines prescriptions religieuses. Là, l'État va intervenir parce que veut la République? La République laisse chacun le droit
d'adopter, de suivre le dogme de son choix, l'Église ou la religion de son choix. En revanche, quand ce choix est imposé et il y a des preuves qui montrent que c'est imposé, là, en revanche, l'État, la République, peut se prévaloir d'une certaine méfiance vis-à-vis de ces églises. Voilà. Donc, que ce soit son libre arbitre, OK, mais lorsque la République se rend compte qu'il y a une pression pour que certains dogmes soient adoptés par quelqu'un qui n'en veut pas, là, il y a un cas litigieux que l'État et la République en particulier pourra résoudre. Voilà. Alors, si la République est laïque, ça veut aussi dire que l'État garantit sa neutralité. En aucune manière, l'État n'avantagera telle ou telle obédience, telle ou telle obédience, telle ou telle religion. Le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre des cultes. Vous entendez souvent parler de ça. Le ministère de l'Intérieur, c'est le ministre des cultes. C'est lui qui garantit que tous les cultes fonctionnent correctement dans le sens des lois de la République. Alors, je vais vous prendre deux exemples plutôt récents. Il y a dans l'Église catholique le porte-parole de l'Église catholique qui a dit que la confession, vous avez certainement eu écho de cela, il disait que dans un premier temps, interviewé par une radio, il disait que le secret de la confession, lorsque les catholiques vont se confesser à un prêtre, alors ces éléments-là sont supérieurs aux lois de la République. Alors le lendemain, le surlendemain, il s'est fait convoquer à Place Beauvau, au ministère de l'Intérieur, et le ministre de l'Intérieur, qui est ministre des cultes, lui a signifié très sèchement, et après, il s'en est excusé, pas le ministre, mais le porte-parole de l'Église catholique. Le ministre lui a dit qu'il n'y a pas de loi supérieure aux lois de la République en France. Et c'est une mise au point qui était, en circonstance, la bienvenue, parce que certes, la République garantit l'exercice de tous les cultes, mais un culte ne peut pas se prévaloir d'être supérieur aux lois de la République, ce qui signifie qu'il y a une République dans la République. Et donc ça, c'était inacceptable à la fois pour le président de la République qui a dit rapidement à son ministre de l'Intérieur, eh bien, il est temps de réagir. Et ça a été fait dans les 24 heures qui suivent. Et ce porte-parole de l'épiscopat français a fait amende honorable et s'en est excusé de ses propos. Donc ça montre bien que la République veut faire en sorte de garantir, certes, la liberté du culte, que tous les cultes puissent s'exprimer, mais seulement dans les lois de la République. Autre exemple, c'est la construction, ça c'est dans le monde, chez les musulmans. En France, il y a quelques mois, pendant le Covid, une loi qui devait sortir, qui va bientôt sortir, qui interdit dorénavant, sauf cas particulier, à ce que les enfants, à partir d'un certain âge, fréquentent l'école. C'est-à-dire qu'il est hors de question que des enfants soient scolarisés à domicile. Alors pourquoi? Parce que ça entraîne des dérives sectaires, notamment chez certains fondamentalistes musulmans en France, français, qui, le terme m'échappe, pour contraindre, alors c'est pas tout à fait ce que je cherchais, mais peu importe, pour contraindre les petites filles, les petits garçons à écouter qu'une parole, celle de l'islam, et encore, quel islam? Un islam extrémiste. Ces parents mettaient à part des enfants et ne les faisaient pas fréquenter les écoles de la République pour mieux les amadouer, pour mieux les convertir à des propos qui seraient contraires à la République. Voilà donc deux exemples pour vous montrer comment la République cherche la laïcité avant tout, respecte tous les cultes, mais seulement à condition que ces cultes
obéissent aux lois de la République. Y aurait-il des questions, des précisions à ce niveau-là? Non, je suppose que ça va. Et vous avez dit qu'en fait, ils ont mis quoi en place par rapport à la scolarisation à domicile? Il y a eu Oui. une loi ou- Oui, alors, ce qui est en train d'être mis en place, les décrets d'application ne sont pas sortis. L'idée, c'est une loi, tout simplement. Ce qu'ils ont mis en place, c'est une loi. Alors, que dit cette loi? Il dit que, sauf exception, c'est-à-dire, exception, c'est un enfant qui est hospitalisé à domicile ou qui ne peut pas trouver une école spécifique par rapport à ses symptômes, etc. C'est par rapport à sa maladie, cet enfant-là peut rester à domicile. Mais un enfant qui, en pleine possession de ses moyens, aucun parent ne doit soustraire cet enfant à l'école de la République. Parce que veulent les fondamentalistes, enfin en tout cas ces extrémistes? Ils veulent un monde parallèle. Ils ne veulent pas que leurs enfants, au sens large, ne fréquentent l'école de la République parce que pour eux, l'école de la République, c'est une école où on dévoie les esprits et les consciences. Voilà. Lorsque on parle de philosophie, la philosophie des Lumières ou autre, pour eux, c'est du blasphème, pour eux, c'est contraire aux lois, enfin, selon eux, c'est leur lecture, contraire à l'islam. Voilà. Donc, c'est que la France, c'est la réaction de la France par rapport à ces dérives sectaires. On s'est rendu compte que ces dérives sectaires se trouvaient surtout dans les quartiers déshérités, les quartiers populaires, où il est plus facile de manipuler les esprits. Voilà donc la réaction de la République par rapport à cette situation. Ça va? Monsieur, Oui. du coup, les établissements privés, ils sont républicains aussi. Oui, les établissements privés, si vous regardez bien, prenons le cas de la Guadeloupe, mais c'est le cas aussi ailleurs, les établissements privés de scolarité sont sous contrat avec l'État. Sous contrat avec l'État. Il y en a d'autres qui sont hors contrat. Mais seulement, même ceux qui sont hors contrat sont tenus de respecter les lois de la République et les programmes de l'éducation nationale. Voilà. Alors, qu'est-ce qui distingue sous contrat et hors contrat? C'est tout simplement le financement. Hein. Il y a une partie du financement qui est assurée par l'État quand c'est sous contrat, et quand c'est hors contrat, ce sont vraiment des établissements privés. Mais même les établissements privés à 100% se doivent de respecter les lois de la République, à défaut les programmes de l'éducation nationale. Voilà donc la différence. Mais sinon, les écoles religieuses sont acceptées, sont autorisées en France, mais c'est sous couvert que ces écoles respectent les lois de la République. Autre question? Voilà, autre question, autre remarque? Ça va? Bon, on va passer maintenant à la suite. La suite, c'est-à-dire après la France indivisible, République indivisible, après République laïque, on va voir maintenant que la République démocratique. La France est une République démocratique. Là, c'est plus simple peut-être à comprendre. J'essaie d'enlever un bandeau. Voilà, c'est bon. Donc, c'est peut-être plus simple à comprendre. Le mot démocratie, vous le connaissez bien. Alors, qu'est-ce qui fait que la France est une république démocratique? Parce que, premièrement, la France respecte des libertés. Liberté individuelle, liberté collective, liberté fondamentale. OK? C'est aussi que la France respecte la séparation des pouvoirs entre le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif. Voilà. C'est-à-dire que le pouvoir exécutif, prenons le cas du président de la République, il fait partie du pouvoir exécutif. Normalement, je dis bien normalement, dans l'esprit de la Constitution de la Ve République, il ne doit pas influer sur les décisions de justice. Voilà. Les magistrats sont libres de prendre leurs décisions en âme et en conscience, et surtout par rapport à ce que dit la loi. Ce que dit la loi, c'est ce qui se trouve dans les codes, les différents codes, le code pénal, le code civil, etc., etc.
Okay? Donc, il y a une séparation des pouvoirs. C'est ce qui garantit que la France est une république démocratique. Ensuite, c'est le fait que tous les citoyens majeurs qui ont la possibilité de voter, ben, qu'ils s'expriment au suffrage universel. Ça concourt à la manifestation, ça concourt, pardon, à l'élection de leurs délégués. Leurs délégués, soit au niveau des municipalités, soit au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat, de la présidence de la République. Donc, l'idée, c'est que chaque Français s'exprime démocratiquement. Et ça, ça fait partie des fondamentaux de la République. Ensuite, l'idée que la France soit une République démocratique, c'est qu'il y a égalité entre les citoyens. Il n'y a pas de citoyens qui comptent pour 2 voix, 3 voix et d'autres pour une seule voix. Non, une voix, un homme, une femme, une voix. Voilà, donc c'est l'idée de l'égalité entre le vote de chacun, de chaque Français. Ensuite, démocratique parce que pour ne pas exercer une quelconque influence d'un tiers, quand il y a vote, quand le peuple s'exprime, demos kratos, le pouvoir du peuple, c'est ça, quand le peuple s'exprime, eh bien, ce peuple-là, il le fait en conscience. Il le fait en conscience, il est derrière l'isoloir, il est dans un cadre confidentiel et il peut, à bulletin secret, il peut voter pour qui lui semble son meilleur représentant. Son meilleur représentant. Et donc, il faut résumer, c'est pour dire que le citoyen, quel qu'il soit, homme, femme, âgé, nanti, défavorisé, dès lors qu'il se déplace et qu'il il a toutes ses facultés intellectuelles, il vote en son âme et conscience, sa voix compte autant qu'un autre, voilà. Que vous soyez homme ou femme, votre voix a la même valeur, voilà. Et que vous soyez surdiplômé ou pas diplômé, c'est exactement la même voix, le même poids dans votre décision. Voilà donc l'idée de la démocratie à la française, de la République. Vous voyez bien que c'est un des fondements de la démocratie et de la République française. Des questions par rapport à ce principe-là? Non, pas de questions? Pas de questions. Je passe maintenant au dernier principe parmi les principes fondateurs. Après, dans une deuxième partie, vous verrez qu'au-delà de ce principe fondateur, il y a des principes nouveaux. Donc, depuis la Ve République, ces 4 premiers principes sont inscrits profondément dans le texte de la Constitution. Donc, 4e principe, la France est une république sociale. Ce caractère social renvoie à l'idée d'égalité entre tous les citoyens. Tout à l'heure, je vous disais que lors du vote, que vous soyez riche ou pauvre, vous aviez une voix. Votre voix compte de façon identique. En revanche, comme vous le savez, dans tous les pays du monde, il y a des inégalités de richesse et des inégalités dans le niveau de vie. Et la France est une république sociale dans la mesure où, pour que tous ces citoyens soient plus ou moins égaux, c'est moi qui rajoute le plus ou moins, pour que les citoyens soient plus ou moins égaux, il faut venir en aide à ceux qui ont le plus besoin. Il faut venir en aide aux plus défavorisés. Et c'est un exemple, la bourse, certains d'entre vous, vous avez la bourse ou vous avez eu la bourse sur des critères sociaux, c'est cela. La bourse, c'est pour aider les familles, les étudiants, les élèves dont les familles n'ont pas un haut niveau de revenus, c'est pour leur permettre de suivre leurs études comme les autres. Donc, vous voyez que l'État fait une œuvre sociale. Attention, ce n'est pas une œuvre de charité, ce n'est pas ça du tout. C'est une œuvre sociale, c'est-à-dire fait en sorte que
les plus modestes aient accès égal à la scolarité, aux études. Parce que pour l'État, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas de la charité. Dans un premier temps, c'est pour, certes, que ces personnes subviennent à leurs besoins, notamment à leur culture, à leur développement intellectuel, mais l'État fait un pari. Plus on a d'individus formés sur le territoire, et plus il y a un impact positif sur le pays tout entier. Voilà. Alors, vaut mieux que les jeunes, les moins jeunes, aient une formation professionnelle de surcroît pour qu'ils puissent s'insérer dans la vie active, plutôt que ces populations non scolarisées soient un poids pour l'État. Vous voyez le pari. Le pari, c'est que plus on a de personnes formées, et plus ces personnes vont trouver un emploi, et plus ces personnes vont faire augmenter la richesse du pays. Donc, voilà l'idée. Donc, venir en aide, c'est donner un coup de pouce à ceux qui, dès le départ, ne peuvent pas. Et après, ces personnes vont faire leur parcours du mieux possible. Voilà. Donc, l'égalité des chances pour les plus fragiles, les plus démunis. Tout ce qui est également cohésion sociale, le logement, c'est pareil. Lorsqu'il y a attribution de logement, c'est sur des critères sociaux. Donc, les familles, les personnes les plus nécessiteuses sont pourvues en premier. Voilà, sont pourvues en premier. La santé, c'est pareil. La CMU, c'était ça l'idée. C'est le volet social de la République. La création de la CMU, c'est pour venir en aide à ceux qui ne peuvent pas avoir de complémentaires de santé, par exemple. Voilà. Au niveau de l'emploi, tout ce qui concerne l'insertion, tous les emplois d'insertion, c'est aussi une aide de l'État pour que ces populations de jeunes, de moins jeunes, puissent s'insérer dans la vie active. Donc, ça a un caractère social. Donc, voilà pour la République sociale. Donc, la France est une république indivisible, est une république laïque, est une république démocratique et une république sociale. Donc, voilà les 4 piliers, les 4 fondements de la République, les principes fondateurs. On vient de terminer avec les principes fondateurs. Maintenant, depuis peu, il y a de nouveaux principes. Voilà. De nouveaux principes qui sont aussi constitutionnels, donc adossés à la Constitution ou dans la Constitution. Alors, c'est cette partie 2 que nous allons entamer maintenant. Donc, suite à des révisions constitutionnelles, il y a de nouveaux principes qui ont été dictés par la puissance publique, par le législateur. Alors, vous en avez 3. Vous en avez 3 principalement. On va commencer par le premier. Alors, il n'y a pas de questions jusqu'à présent. Je n'ai pas regardé. Non, c'est bon. Alors, vous avez 3 principes nouveaux suite à des révisions constitutionnelles. Alors, déjà, je vous explique comment ça fonctionne, la révision constitutionnelle. Pour modifier la Constitution, ce n'est pas chose aisée. La Constitution, c'est comme un trésor qui fonde la République, la Ve République, et en aucun cas, personne, aucun président de la République ne souhaite déstabiliser ce qui fonctionne. La Ve République a commencé en 1958. Nous sommes en 2021. C'est depuis la Troisième République, c'est la République qui dure le plus longtemps. Et ce n'est pas fini. Certains appellent de leur vœu à changer de République, mais pour l'instant, la Ve République tient bon. Que disent les constitutionnalistes? Que finalement, ce que le général de Gaulle et Michel Debré, les pères de la Constitution de la Ve République, ont réussi à faire, ils ont été visionnaires puisqu'ils ont doté à la France d'institutions qui lui permettent à la France de ne pas en permanence changer
de loi qui lui permet en permanence de ne pas être dans une sorte d'instabilité politique. Et force est de constater que jusqu'à présent, ça fonctionne. N'empêche que pour faire, pour permettre à cette société française d'évoluer avec son temps, il y a des améliorations qui doivent être portées. Et ce sont ces améliorations, ces révisions, ils font l'objet de révisions de la Constitution que je vais évoquer avec vous maintenant. Pour changer des termes de la Constitution, il faut qu'il y ait réunion du Congrès. Il faut qu'il y ait réunion du Congrès. Le Congrès, c'est en même temps, généralement ça se passe à Versailles, parce qu'à Versailles, il y a une grande salle qui peut accueillir autant de monde. Alors, c'est même plus qu'une salle, hein, c'est un grand amphithéâtre qui peut accueillir seulement. D'ailleurs, pour ceux qui vont passer par la France, Paris et prochainement, cette année ou une prochaine année, je vous encourage à aller visiter pas seulement le château de Versailles pour ce qu'il est, hein, mais aussi cette fameuse salle, une grande salle, c'est là où se tiennent le congrès des élus nationaux. Alors, le congrès, c'est les sénateurs et les députés qui, le même jour, au même moment, votent une révision constitutionnelle. Évidemment, auparavant, cette révision est préparée par le gouvernement, fait l'objet de discussions entre le Parlement et l'Assemblée nationale, entre l'Assemblée nationale et le Sénat, et un texte commun finit par être rédigé, puis on passe au vote en congrès. Et donc, vous voyez que c'est assez lourd comme procédure et ça n'arrive pas très souvent. Donc, la première révision, grande révision constitutionnelle qui porte sur l'institution, c'est ce qu'on appelle l'acte 2 de la décentralisation. L'acte 2 de la décentralisation, la loi est votée le 28 mars 2003. Vous savez que la première vague, l'acte 1 de la décentralisation, c'est sous la présidence de François Mitterrand, avec comme Premier ministre Pierre Mauroy dans les années 82-83. Ça, c'était la première partie de la décentralisation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'acte 1 de la décentralisation, ça consistait à donner plus de pouvoir aux collectivités qu'on connaît aujourd'hui, qu'on appelle les collectivités majeures, la région, le département. C'était également pour les communes la gestion des écoles, par exemple, hein, des écoles. Avant, c'était l'État qui gérait tout ça, les lycées, les collèges, mais il y a eu une décentralisation qui a permis à toutes les parties du territoire d'avoir de nouvelles compétences. Donc ça, c'était l'acte 1 de la décentralisation, c'est-à-dire sous le gouvernement Mauroy, sous la présidence de François Mitterrand lors de son premier mandat. Ensuite, en 2003, fut voté donc l'acte 2 de la décentralisation. Alors, c'était Jean-Pierre Raffarin, qui était ministre de Jacques Chirac, d'ailleurs, qui était Premier ministre de Jacques Chirac, qui a fait voter cet acte 2 de la décentralisation. Alors, je vous lis l'objectif. L'objectif de cette loi, cette révision, c'est une loi constitutionnelle qui révise la Constitution. Elle est destinée à bâtir une république des proximités, donc plus proche des hommes et des femmes du territoire, unitaire et décentralisée. Cette révision consacre l'existence juridique des régions et reconnaît aux collectivités territoriales des compétences élargies. C'est-à-dire qu'on va au-delà de l'acte 1 de décentralisation, on donne encore plus de pouvoir aux régions et aux départements. Et les régions et départements se voient confier de nouvelles responsabilités, notamment la région, tout ce qui est développement économique. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais c'était la première fois, ça a été donné en 2003, développement économique. Aussi la formation professionnelle et l'action sociale, c'était plus pour le département, jusqu'à présent d'ailleurs. Et l'éducation et la culture sont partagées entre le département et la région. Voilà. Alors, que dit aussi cette organisation décentralisée de la République? Dit aussi qu'on permet aux collectivités de faire des expérimentations. Alors,
expérimentation, ça signifie que lorsque vous êtes Corse et lorsque vous êtes Guadeloupéen, vous n'avez pas les mêmes besoins, vous n'avez pas les mêmes enjeux. Donc, l'idée, c'est que tout en étant sur le territoire de la République, tout en obéissant aux lois de la République, tout en étant encadré par l'État, en Corse comme en Guadeloupe, on peut avoir des adaptations eu égard aux demandes, aux besoins de son territoire. Voilà donc ce qu'on appelle une démarche expérimentale, c'est-à-dire tenir compte des spécificités locales, régionales, pour légiférer ou pour prendre certaines décisions. Donc, c'est ce qu'autorise la loi, la révision constitutionnelle de mars 2003. Voilà. Alors, comme vous le savez, en Outre-mer également, il va y avoir des dispositions particulières pour l'Outre-mer lors de cet acte 2 de la décentralisation. Voilà. Alors, je donne un exemple concernant les dispositions particulières pour l'Outre-mer. Prenons le cas de la Guadeloupe. Vous allez dans une région de France, allez, on va dire alors ça a changé, mais on va dire l'Aquitaine. Allez, disons la région Île-de-France. La région Île-de-France, le département s'occupe des routes départementales, la région s'occupe des routes régionales et l'État des routes nationales. Il se trouve qu'en Guadeloupe, il y a ce que vous appelez route de Guadeloupe. Alors, route de Guadeloupe, c'est une particularité. Ça n'existe quasiment pas en France, ailleurs en France. Route de Guadeloupe, c'est la région et le département qui se sont mis d'accord pour gérer toutes les routes de Guadeloupe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une route, ah non, c'est la région qui doit faire, ou une autre, non, c'est le département. Non, ces routes-là sont prises en charge collégialement entre la région et le département. Route de Guadeloupe, c'est une émanation à la fois de la région et du département. Le président de Route de Guadeloupe est alternativement le président du conseil régional, le président du conseil départemental, alternativement, selon une durée qui est prévue dans les textes, dans leur convention. Et donc, c'est une alternance. Donc, voilà, par exemple, une disposition particulière pour l'outre-mer. Donc, une adaptation liée aux spécificités du territoire, comme c'est un petit territoire. Donc, voilà un des premiers principes, des principes nouveaux concernant la République française, qui est une république organisée de façon décentralisée. L'organisation décentralisée de la République. Deuxième, alors, il y a quelqu'un, je crois que c'est Blash, qui dit que c'est surtout une belle arnaque. Alors, qu'est-ce que c'est? Où est l'arnaque? L'arnaque, je n'ai pas suivi. C'est à quel moment? Dans le cas des routes de Guadeloupe, en fait. Oui, allez-y. Alors, comment ça? Allez-y. Oui. Il y avait un document qui avait fuité il y a quelques années qui expliquait qu'on payait la meilleure qualité pour les routes et qu'on avait la moins bonne qualité qui était posée. Et que tout ça, justement, c'était géré par la région et que c'était très, très mal géré, qu'il y avait sans doute des détournements de fonds derrière ça. Oui, alors, sous ce cas précis, je n'ai pas eu connaissance de cela, mais d'une façon générale, quel que soit pour les routes, pour l'eau, quel que soit le domaine, à mon humble avis, nous, en tant que citoyens, nous n'exerçons pas suffisamment notre droit de regard sur ce qui se passe. Pas suffisamment. C'est-à-dire que nous sommes, c'est peut-être une tradition, et peut-être que ça va changer, nous sommes peut-être un jeune peuple, mais on n'a pas le regard assez critique. C'est-à-dire qu'une fois que les élus sont élus, et parfois ils ne se sont pas bien élus, puisqu'ils sont élus que pas par la majorité de leurs concitoyens, mais peu importe, c'est la démocratie, tant pis pour ceux qui ne se déplacent pas, ils sont élus. Et une fois élus, on les laisse faire. Il n'y a pas de droit de regard réel, il n'y a pas d'exercice, il n'y a pas le contre-pouvoir nécessaire. Ce qui fait qu'ils se sentent libres de faire bien ou pas bien. Si on avait plus d'exigences concernant la qualité de ce qu'on nous propose, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'élus qui auraient renoncé à leur mandat.
C'est parce que c'est trop facile pour eux de faire alors qu'on ne leur reproche pas grand-chose. Donc, concernant la qualité du bitume, moi, je ne suis pas technicien, hein, je ne pourrais pas intervenir à ce niveau-là, mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que pour les routes, il y a des travaux qui sont effectués, très bien, par exemple pour les canalisations, bon, évidemment. On repasse une belle couche d'enrobé, on refait les lignes de circulation, c'est très beau. Et 3 mois plus tard, si je dis 3 mois, c'est beaucoup, on casse la même route pour faire passer d'autres tuyaux, faire d'autres tranchées. Et il y a encore une autre entreprise, ou la même, qui revient pour mettre de l'enrobé. Je me demande là si c'est pas... voilà, moi en tant que citoyen, je me dis, mais il n'y a pas de prévision dans ce pays. Ils ne savent pas qu'ils vont encore recasser pour faire passer des tuyaux. Pourquoi ne pas tout faire d'un coup? À qui profite le crime? D'accord, il faut faire marcher les entreprises, mais quand même, quel gaspillage. Moi, c'est ce que je relève, surtout en tant que citoyen. Et je pense que plus on montera notre niveau de vigilance, et plus peut-être notre pays évoluera vers plus de bon sens. Vers plus de bon sens. Voilà ce que je peux dire. Mais c'est vrai que votre constat, c'est un constat qu'on peut trouver, faire dans d'autres domaines. Alors, ensuite, je vais évoquer maintenant le deuxième volet des principes nouveaux constitutionnels. C'est une république, la France est une république écologique. Alors, elle n'est pas devenue écologique. Mais n'empêche qu'il y a une conscience écologique, et d'ailleurs une conscience mondiale. Vous savez qu'actuellement, il y a la conférence de Glasgow sur le réchauffement climatique, où il y a de belles déclarations, mais dans les faits, on voit où les avancées sont timides. Il y a des avancées, mais elles sont timides. Je pense que les avancées doivent passer par les citoyens. Si on attend de nos dirigeants des avancées, on n'ira pas très vite. On n'ira pas très vite. Donc, cette fois-ci, c'est en mars 2005. En mars 2005, vous voyez que bon, à l'échelle d'un pays, c'est très récent, 2005. Hein, il y a une quinzaine d'années, hein, c'était hier quasiment. En mars 2005, il va y avoir le vote d'une nouvelle loi, une réforme constitutionnelle. Voilà. Une réforme constitutionnelle qui acte toutes les dispositions prévues par la Charte de l'environnement de 2004. Voilà. La Charte de l'environnement de 2004. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette Charte de l'environnement de 2004, reprise dans ces grandes lignes pour forger cette réforme constitutionnelle de mars 2005? Alors, déjà, c'est une loi qui, comme les autres constitutionnelles, a été votée par le Parlement. Voilà. Alors, qu'est-ce que dit cette charte et qu'est-ce que cherche à faire cette réforme, à établir cette réforme constitutionnelle? Premièrement, c'est l'article 5, c'est le principe de précaution. Le principe de précaution, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on peut éviter, à chaque fois qu'on peut anticiper d'éventuels dommages sur l'environnement, alors la puissance publique est en droit de demander des comptes, est en droit de mener des études pour comprendre et pour anticiper les impacts de telle décision ou tel aménagement. Hein? Voilà. Je le dis encore autrement, le principe de précaution, c'est qu'on ne sait pas, lorsqu'il y a une opération, par exemple immobilière, lorsqu'il va y avoir le tracé d'une route, le tracé d'une ligne de TGV, la construction d'une centrale, une centrale nucléaire, il y aura des impacts sur l'environnement. L'idée, c'est par des études, de jauger de ces impacts. Et si d'aventure on se rend compte que les impacts sont trop importants, le coût risque d'être trop important pour l'environnement, alors à ce moment-là, soit le projet est revu à la baisse, ou soit le projet est abandonné. Voilà, revu à la baisse, c'est-à-dire que révisé ou abandonné. C'est ça le principe de précaution. On ne sait pas quels sont les dommages à moyen et à long terme
Dans ce cas-là, comme on ne sait pas, on suspend ou on ajuste le projet. Voilà donc le principe de précaution. Et ça rentre dans une nouvelle philosophie de la République qui se veut plus écologique, plus en lien avec la nécessité d'avoir un territoire qui se développe de façon harmonieuse. Ensuite, deuxième principe fort, hein, bon, il y a beaucoup d'aspects, mais j'ai été à l'essentiel pour que vous compreniez l'esprit. Deuxième aspect fort de cette charte de l'environnement, c'est l'idée que chaque citoyen, chacun parmi nous, nous devons avoir les moyens de vivre dans un environnement de qualité. De vivre dans un environnement de qualité, un environnement équilibré et un environnement qui préserve notre santé. Hein? Un environnement de qualité, équilibré et qui préserve notre santé. Voilà. Par exemple, le scandale du chlordécone aux Antilles va à l'encontre de ces principes. Bon, et surtout que c'est 2005. C'était bien après le chlordécone. Normalement, aujourd'hui, les questions de pollution de la chlordécone, par cette loi, en tout cas constitutionnelle, n'auraient pas devraient pas exister, normalement. Normalement. Voilà. Parce qu'avec les hommes, avec un grand H, on doit s'attendre à tout. Voilà. Les leçons ne suffisent pas toujours à faire en sorte qu'ils deviennent plus sages. Autre élément de cette charte, il n'y a pas que des éléments de protection de l'individu, il y a aussi des devoirs. Hein, des devoirs. C'est-à-dire que quand parmi nous faisons du tri sélectif, nous ne brûlons pas nos déchets dans la campagne, on ne jette pas nos vieux réfrigérateurs dans la nature. Nous aussi, en tant qu'individus, en tant que citoyens, nous avons des devoirs vis-à-vis de cet environnement. Si la République doit être écologique, dans le principe, nous, en tant que citoyens, nous, en tant que membres de la collectivité publique, nous devons agir pour que cette République écologique soit conforme à une réalité. Et cette réalité, c'est nous qui l'imprimons ou pas. À nous de faire attention, à nous de faire attention à notre environnement. Et lorsqu'il y a des décharges sauvages ici ou là, c'est aussi c'est de la pollution, c'est la pollution visuelle, c'est la pollution olfactive, et ça nécessite des investissements lourds de la part de certaines collectivités pour incinérer, pour évacuer ces tas d'immondices qui peuvent polluer ici ou là nos routes ou nos champs. Et parfois, on peut même on peut avoir des amendes. L'article 4 de cette charte dit que, entre autres, que nous pouvons être tenus responsables, et qui dit responsable dit tenu de réparer les fautes commises et les ordures, les immondices jetés ici ou là. Bien sûr, lorsqu'il y a un contrôle et si la preuve est faite de notre implication. Alors, la charte de l'environnement, c'est aussi un aspect lié à la durabilité, un développement durable. D'accord? Un développement durable. Durabilité, ça signifie que le développement durable, ça signifie qu'aujourd'hui, nous avons un patrimoine floristique, faunistique, culturel, j'en passe et des meilleurs, et que ce patrimoine, certes, il est là, mais il doit rester au-delà de notre existence. Et donc, que ce patrimoine soit transmis aux générations futures. Donc là, la République s'inscrit dans une perspective longue, c'est que le patrimoine d'aujourd'hui, quelle que soit sa nature, pas seulement les vieilles pierres, hein, le patrimoine de façon générale, doit pouvoir se transmettre aux générations futures. Et donc, quand l'État, prenons le cas de l'auto du patrimoine, bon, même si l'auto du patrimoine s'adresse plutôt aux bâtiments historiques, il y a un caractère, l'auto du patrimoine concourt à cela. L'État soutient cette initiative privée
parce que l'État sait que ça va dans le sens d'une forme de développement durable, des constructions des vieilles pierres. Donc voilà concernant cet aspect. Après, un autre dernier aspect, parmi les lois constitutionnelles, cette fois-ci, nous sommes en juillet 2008. Donc, vous voyez qu'on progresse. On était en 2003 pour la République décentralisée, après 2005 pour la Charte de l'environnement et tout ce qui concerne la République écologique. Et maintenant, nous sommes en 2008 avec l'annonce d'une République égalitaire. Alors, égalitaire, vous avez dit, mais nous ne sommes pas déjà, il n'y a pas déjà égalité, liberté, égalité, fraternité depuis très longtemps. Qu'est-ce que ça vient faire là, en 2008 seulement? Mais en 2008, ça va encore plus loin que ce que l'on connaissait jusqu'à présent. Alors, l'égalité homme-femme, ça a été acquis depuis longtemps, même si dans la réalité, notamment au niveau des salaires, il y a encore du travail. Mais en tout cas, au niveau du droit, égalité homme-femme, c'est fait. Au niveau du droit, pas dans la réalité. Ensuite, égalité notamment concernant les élections. Vous savez, la parité. Depuis au moins les années 2000, la parité, je crois que c'est le gouvernement Chirac ou la présidence Chirac, il y a une loi concernant la parité. Je crois que c'est autour de 2000-2002. Une loi concernant la parité, c'est-à-dire que pour que les femmes soient beaucoup plus représentées dans la sphère politique qu'auparavant. Et là, on y est arrivé. Progressivement, on y est arrivé. La France est encore loin des pays, notamment nordiques, mais le chemin suit son cours. Sur les listes, même si la loi les y a obligés, sur les listes, on a, pour certaines élections, à parité, autant d'hommes que de femmes. Bon. Là, il s'agit d'une étape supplémentaire. En 2008, il va y avoir, cette fois-ci, de voter une loi constitutionnelle pour qu'il y ait l'égal accès des femmes et des hommes dans certaines responsabilités professionnelles et sociales. Alors, professionnelles et sociales, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour des postes, des hauts postes, dans le monde professionnel, les postes de haut cadre, que l'on ne voit plus que des hommes à ces postes-là. Faire en sorte qu'une sorte de parité professionnelle dans le monde professionnel, maintenant plus politique, dans le monde professionnel, apparaisse. Alors là aussi, on est loin du compte, mais n'empêche qu'en 2008, la loi l'a imposé. Vous savez que tout ce que la loi ne dit pas est facultatif. C'est facultatif. Maintenant qu'il y a une loi, eh bien, tous les dirigeants masculins sont tenus de s'en référer. L'égalité professionnelle est devenue une réalité. Alors, je vous ai pris un article de ce... alors, le Congrès, toujours le Congrès, c'est la réunion des députés et des sénateurs. En 2008, on prit la décision suivante. L'article 1er de la Constitution est complété. L'article 1er de la Constitution, ce n'est pas l'article 12, 13, 14, très loin, l'article 1er. C'est-à-dire que c'est un principe vraiment que l'on veut mettre en évidence. Alors, la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ça c'est un pan qu'on connaissait, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Voilà, ça veut tout dire. C'est-à-dire que par la loi, on oblige certains responsables à mettre en place, par rapport à leurs compétences, pas parce qu'elles sont femmes, par rapport à leurs compétences, les mettre en avant pour qu'elles puissent être à la tête de grandes directions, de grandes sociétés, voilà, dans le monde économique en particulier. Voilà donc pour ces trois nouveautés qui enrichissent les principes républicains. Donc, les principes républicains, je vous rappelle, les nouveaux principes républicains, c'est la décentralisation,
c'est les liens avec la République écologique. Et là, c'est une République égalitaire. Égalitaire, homme-femme, sur le plan professionnel. Donc voilà, ces 3 nouveaux principes. Y a-t-il des questions, des remarques? Questions, remarques? Personne? Alors, l'étudiant Serena Rougilan, est-elle là? Non, elle n'est pas là. Alors, on va poursuivre. Hein. Je faisais le point sur ce qu'on m'envoie. Alors, avant de passer à la dernière partie du cours, j'aurais aimé que vous... Oui, d'accord, pour Madame Régila. Bon, normalement, mais elle n'est pas là. J'aimerais que vous réfléchissiez pendant 5 minutes, pas plus, hein, sur ceci. Alors, j'aurais aimé que vous mettiez en connexion, que vous fassiez le lien entre, d'une part, les valeurs de la République, au sens liberté, égalité, fraternité, et les principes anciens et nouveaux que je viens de relater avec vous. Donc, je reprends la consigne. Hein. Faites-moi la connexion, trouvez-moi des liens entre les valeurs de la République, comme liberté, égalité, fraternité, et les principes que je viens d'établir avec vous, de vous montrer. Voilà. Donc, je voulais que 5 minutes. Alors, principe, je vais vous donner une idée. Hein. L'égalité. À quel moment l'égalité, qui est une valeur, se retrouve dans les principes? Le dernier point que j'ai abordé, c'est l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Et bien, voilà un aspect, un exemple. Donc, c'est ce que j'aimerais que vous établissiez. Faites-moi le lien, trouvez-moi des correspondances entre valeurs d'une part et principes d'autre part. Donc, vous m'envoyez ça sauf celle bien sûr qui est présente avec moi, mais pour ceux qui sont en ligne, vous m'envoyez votre réponse dans 5 minutes maximum. Vous m'envoyez ça à mon intention, c'est-à-dire pas à tout le monde. Vous voyez que sur Zoom, d'en discuter, vous avez envoyé à tout le monde ou envoyé à moi, et vous choisissez mon nom, évidemment, et vous me l'envoyez. Donc 5 minutes, pas plus. Vous me trouvez quelques exemples de liens entre valeurs et principes. À tout de suite.
Encore 2 minutes, s'il vous plaît, 2 minutes. Bien, on revient. Alors, je regardais le chat. Vous êtes une soixantaine. Vous êtes une soixantaine présents à peu près. Et j'ai eu 10, 12 réponses, dont je trouve que ça fait très, très léger, surtout pour une question aussi simple. Donc, j'espère que les autres ne se sont pas endormis devant leur ordinateur. Bon. Et puis, je ne sais pas comment ils feront lorsque nous serons en présentiel. Donc, vivement le présentiel. Voilà. Bon, écoutez, j'ai bien enregistré ceux qui m'ont envoyé un document et donc j'en saurai tenir compte pour la note finale. Je vais poursuivre. Merci à tous ceux qui me l'ont envoyé. Et on va poursuivre pour finir le cours sur le dernier point, la dernière partie. Voilà, la dernière partie du cours. Cette dernière partie porte sur les symboles et les emblèmes de la République. Alors, théoriquement, il me faudrait peut-être un peu plus de temps que le temps nécessaire actuellement. Donc, je vais forcément aller un peu plus vite là, mais ce sont des éléments que vous connaissez pour la plupart. Donc, je vais vous laisser après. Je vais vous laisser après regarder ça tranquillement à la maison. Bon. Alors, les symboles et les emblèmes de la République. Alors déjà, il faut faire attention pour ne pas les mélanger. Qu'est-ce qu'un emblème? Qu'est-ce qu'un symbole? Alors, la différence entre les deux, hein, je vais vous résumer ce que j'ai. La différence entre les deux, c'est que les symboles sont officiels, hein, et les emblèmes ne le sont pas, mais en même temps, ces emblèmes caractérisent la République française.
caractérise les républiques françaises. Je vous disais en introduction de ce cours que les symboles sont nécessaires car ce sont des reflets, ce sont une sorte de représentation de la France, de la République, les symboles. Un exemple, lorsqu'on parle du drapeau bleu, blanc, rouge, certes, dans le monde, il y a d'autres drapeaux bleu, blanc, rouge, mais lorsqu'on parle du drapeau tricolore français, qui n'a pas les mêmes, si vous regardez bien, il n'y a aucun pays dans le monde qui possède le même drapeau que la France. C'est-à-dire que le blanc, le bleu et le rouge, ou plutôt je vais dans l'ordre, bleu, le blanc et le rouge, ont des dimensions précises. Ça ne se voit pas comme ça. Vous pensez que c'est juste mettre 3 bandes de couleurs. Non, il y a des longueurs, des largeurs qui sont très précis. D'accord? Et même si vous prenez un autre drapeau bleu, blanc, rouge dans le monde, vous verrez que ce n'est pas, c'est peut-être mis à l'horizontale, mais pas à la verticale comme la France. Et surtout, les proportions de couleurs ne sont pas les mêmes. Donc, lorsqu'on parle du drapeau tricolore de la France, c'est au moins un drapeau unique dans le monde. Voilà. Et donc, c'est ce qui permet de reconnaître la France, non seulement en France, mais à l'international, hein, à l'ONU par exemple. Et donc, ces symboles, ce sont des symboles officiels. Et dans ce que les emblèmes, ce sont des représentations de la France, de la République, qui sont moins officielles. Hein. C'est une identité, ça relève d'une identité de la nation, mais ce n'est pas officiel, toujours. Sachez qu'il y a des emblèmes qui ont été, alors pour compliquer le tout, sachez qu'il y a des emblèmes qui ont été des symboles. Il y a des emblèmes qui ont été des symboles et après qui sont redevenus des emblèmes. Prenons par exemple le coq gaulois. Sous la Troisième République, par exemple, jusqu'à la Troisième République, le coq gaulois a été un symbole de la France. D'accord? Mais ça a perdu son rôle symbolique pour devenir un emblème. Aujourd'hui, c'est un emblème. Si vous allez à l'Élysée, le grand portail de l'Élysée, il y a un coq, oui. Mais dans la Constitution, on ne dit pas que le coq est le symbolise la République française. En revanche, dans la Constitution, le drapeau, la Marseillaise, ça symbolise la nation française. D'accord? Donc, voilà une grande différence entre symbole et emblème. Alors, l'emblème national. Alors, là, je dirais relativement vite, puisque vous connaissez. Le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge est une réalité depuis la Troisième République. Au début de la Troisième République, d'accord? Alors, pourquoi bleu, blanc, rouge? Le bleu et le rouge, c'était le drapeau de la ville de Paris, à l'origine, le drapeau de la ville de Paris. Et le blanc de la royauté a été rajouté, c'est pour montrer que à la fois les aristocrates, les nobles, comme la monarchie, comme dans la monarchie, se sont alliés au peuple. Donc, le bleu et le rouge renvoient au peuple français, aux révolutionnaires, et le blanc signifie l'unité entre tous les Français. Le blanc a été mis pour symbolise la monarchie. Donc, c'est très, j'ai envie de dire, emblématique. C'est très symbolique comme élément. Voilà. Autre élément, c'est l'hymne national. Alors, l'hymne national qu'on appelle la Marseillaise. Alors, pourquoi la Marseillaise? Ce n'est ni un Marseillais qui l'a rédigé, ce n'est ni à Marseille ça a été rédigé. La Marseillaise, pourquoi? C'est tout simplement parce que c'est un chant belliqueux qui a été chanté par les soldats, les volontaires qui sont venus du sud de la France et notamment de Marseille et qui ont chanté ça parce que à l'époque, alors nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, alors 1792 environ. Alors qu'est-ce qui se passe à cette période-là en France? Il faut le savoir. Le roi est déchu, le roi des Français est déchu, Louis XVI est déchu, et ses cousins, les autres monarchies européennes, veulent lui venir en aide
pour qu'il soit rétabli sur le trône de France. Évidemment, les révolutionnaires n'en veulent pas, ne veulent plus de la monarchie, et veulent installer la République. Et qu'est-ce qui va se passer pour contrecarrer les plans des autres monarchies qui menacent d'attaquer la France? On demande à tous les républicains, tous les sans-culottes notamment, tous les révolutionnaires, tous ceux qui sont en accord avec l'esprit de la Révolution française, de venir prêter main forte à l'armée pour constituer des troupes face aux armées monarchiques européennes. Notamment, il y en a beaucoup qui sont venus de toute la France, et en particulier du sud de la France. Et pour se donner du courage sur les routes de France, pour monter dans l'est de la France, vers le Rhin, parce que la menace venait du Rhin, de part et d'autre du Rhin, donc pour aller jusqu'au Rhin, le fleuve, hein, R-Y-I-N, ça chantait à tue-tête, et notamment, beaucoup ont repris ce couplet de la Marseillaise. Donc voilà, et donc c'est devenu, alors comme ces révolutionnaires ont eu gain de cause contre les armées européennes qui venaient remettre la monarchie en place en France, alors finalement, c'était, si vous voulez, une chanson positive, puisque ça a couronné la victoire des révolutionnaires sur les monarchies européennes. Donc depuis, ça a été repris, et c'est Rouget de Lille qui l'a composé, et c'est devenu l'hymne national. Vous avez également Marianne. Marianne, c'est un symbole de la République, c'est une allégorie. La Marianne, la France, la République. Donc, c'est une allégorie pour symboliser tout ceci. Alors, pourquoi Marianne? Certaines sources disent, pourquoi ce prénom Marianne? Certaines sources disent que c'est parce qu'à l'époque, les prénoms les plus portés, les prénoms féminins les plus portés, c'est Marie, hein, comme la Vierge Marie, hein, d'une part, et Anne. Et donc, le mélange des deux a donné Marianne. Alors, pourquoi mélanger les deux? Parce que si on dit Marie et Anne, ça a un lien avec la religion. Et justement, la République voulait mettre à distance la religion et était déjà dans un certain esprit laïque. Alors, ce n'est pas encore le cas réellement, hein, puisque l'Église catholique dominait largement encore à cette époque, mais l'idée, c'était d'avoir une nouvelle France. Une France, certes, qui reste catholique, mais c'est une France qui devient de plus en plus républicaine. Voilà. Qui devient de plus en plus républicaine. Alors, je passe, puisque le temps avance aussi. Alors, autre symbole de la République, c'est la devise. Alors, oui. Moi, j'ai une question par rapport à Marianne. Pourquoi, autant les symboles, je comprends, mais pourquoi mettre en avant une femme je demande. Il n'y a rien de misogyne dedans, mais je demande. Pourquoi Pourquoi? Parce que je l'ai un peu dit, mais peut-être que ça vous a échappé. Parce que Marianne, c'est un prénom, comme vous le savez, féminin. République, c'est féminin, hein, la République. France, oui, c'est féminin, la France. Donc, l'idée, c'est de symboliser à travers un personnage féminin, symboliser le pays. Voilà, c'est juste une allégorie. C'est une allégorie. C'est un lien avec la France, avec la République. Et puis, surtout, alors ce que je n'ai pas dit, mais c'est écrit sur la diapo, vous allez lire ça, à l'époque, il y a une société secrète qui lutte pour renverser Louis-Napoléon Bonaparte. Alors, Louis-Napoléon Bonaparte est au pouvoir jusqu'en 1852, jusqu'en 1870 en France. Au départ, il a été élu président de la République entre 1848 et son mandat devait arriver jusqu'en 1852. Mais en 1851, il va faire un coup d'État comme son oncle, hein, c'est l'oncle de Napoléon Bonaparte, lui c'est Louis-Napoléon Bonaparte, c'est son grand-oncle que vous connaissez, Napoléon Ier, c'est son grand-oncle, et lui, il va prendre le pouvoir. Pourquoi il va prendre le pouvoir? Parce que normalement, à cette époque, le président de la République devait faire qu'un seul mandat.
et lui, il voulait en faire plus. Et donc, forcément, grâce à l'armée, une partie de l'armée, il va faire un coup d'État et il va devenir roi des Français, il va devenir Louis III, Napoléon III. C'est lui qui va s'appeler Napoléon III. Louis Napoléon III, c'est lui. Et il n'aura pas la grandeur de son aîné, mais n'empêche qu'il va rester au pouvoir jusqu'en 1870. Pourquoi jusqu'en 1870? Ça va être la bataille de Sedan. Il va perdre la bataille de Sedan, il va capituler, et donc il ne va plus être au pouvoir en France, et c'est le début de la Troisième République. Alors, j'ai fait un cours d'histoire là rapide pour vous faire comprendre cette histoire-là, et sachez que Napoléon III, avant de devenir Napoléon III, il y avait une société secrète qui avait pris aussi le nom de Marianne. Alors, c'était pour ça, mais les historiens sont encore partagés sur cet aspect. Voilà. Ensuite, vous avez la devise que vous connaissez. Alors, cette devise de liberté, égalité, fraternité donne aussi tout son sens à la République et fait partie de ses valeurs. Donc là aussi, vous avez quelques éléments que je vous ai mis. Sachez que liberté, égalité, fraternité a été prononcée pour la première fois lors de la Révolution française. Donc, c'est tout un programme. Vous voyez que la Révolution française a été un déclencheur de la République que l'on connaît aujourd'hui. J'ai envie de dire un déclencheur, un accoucheur de ce qu'on connaît aujourd'hui de la République française. Voilà. Excusez-moi. Oui, allez-y. Allez-y. Oui, c'était pour vous demander, pourquoi est-ce qu'on ne met pas les textes publics comme ça pourrait aider les autres, les textes que vous nous avez dit de faire en 5 minutes. Pardon, reprenez les... Les textes que vous nous avez demandé de faire en 5 minutes. Oui, oui. Est-ce que ce serait possible de les mettre publics comme ça pourrait aider un peu à voir comment les gens, les autres... On réagit? Oui. Eh bien, je le ferai la prochaine fois, parce que là, on n'aura pas le temps. Oui. Je le ferai la prochaine fois, ça nous permettra de faire une amorce du prochain cours. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Ça marche. À la prochaine fois. Alors, je suis maintenant à la fête nationale. 14 juillet, la fête nationale, vous dites super, c'est la Révolution française, etc. Mais attention, le 14 juillet que l'on connaît, qu'on l'on célèbre, ce n'est pas exactement le 14 juillet que vous pourrez éventuellement imaginer. On fête non pas le 14 juillet 1789, on fête le 14 juillet 1790. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1790? C'est la première fois que sur la place de la Concorde, que à la fois les révolutionnaires et les anti-révolutionnaires, c'est-à-dire pour ceux qui étaient pour la monarchie, se rencontrent lors d'une grande fête. Voilà, lors d'une grande fête. Et donc, cette grande fête va célébrer la Concorde nationale. La Concorde nationale, c'est-à-dire à la fois ceux qui étaient pour la destitution du roi et ceux qui étaient pour le maintien du roi à la tête de la France. Et c'est l'une des dernières grandes fêtes populaires et qui regroupe l'ensemble des Français que la France connaît à cette période. Parce qu'après, il va y avoir un déchirement entre les Antilles et les contre-révolutionnaires. Mais en tout cas, c'est resté symbolique. Et on a fait en sorte, lors de la Troisième République, que le 14 juillet devienne une fête nationale, en souvenir à cette période où, juste après la Révolution française, en 1790, tous les Français étaient réunis. Et c'était la Concorde nationale, ce qu'on appelle la fête de la Fédération. La fête de la Fédération. Puis, parce qu'après, il va y avoir la période de la terreur qui va être dévastatrice pour la France. C'est une sorte de guerre civile et il y a eu la guerre tout court entre la France et ses ennemis extérieurs. Voilà. Alors le coq, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a toute l'histoire du coq, je ne pouvais pas vous la faire là en 2-3 minutes. Sachez que le coq français, depuis la mythologie, depuis l'époque romaine, le coq
est associé à la France. Sachez qu'avant, la France, c'était la Gaule, Gaulus. Donc, le coq gaulois était Gallus, pardon, le coq gaulois était réellement associé à la France. Donc, vous allez regarder ça parce que ça sera trop long à vous expliquer maintenant, parce que je veux aller à la dernière diapo. Alors, la dernière diapo, comme emblème de la République, il y a ce qu'on appelle le faisceau de licteurs. Alors, le faisceau de licteurs. Alors, qu'est-ce qu'un licteur? Un licteur, c'était dans la Rome antique, hein, donc ça fait très longtemps, les licteurs, c'était des officiers. Des officiers qui étaient au service de magistrats, et c'est eux qui faisaient exécuter les sentences, les décisions prises par les magistrats. Hein, ça s'appelle les licteurs. Bon, sous la Révolution française, ce symbole du licteur a évolué. Hein. Désormais, le faisceau, ce sont les armes, hein, ce sont les armes. Les faisceaux représentent plutôt l'union et la force des citoyens français, hein, l'union et la force des citoyens français, et qui se réunissent pour défendre la liberté. C'est ça. Alors, les faisceaux, j'en ai parlé rapidement. Alors, les faisceaux, bon, visuellement, vous allez mieux voir ça, puisque je vous ai mis une petite illustration. Alors, le faisceau, c'est un mélange, un assemblage de branches, hein, et d'une hache. C'est ça le faisceau. D'accord? Alors, pour la France, si vous regardez la présentation des armes de la République, notamment le drapeau, alors pas le drapeau français, mais quand le président de la République fait une intervention, une allocution, il y a le faisceau de licteurs. Ça va vous parler lorsque vous le verrez pour certains. Le faisceau de licteurs, représente l'union et la liberté, l'union des Français et la liberté. Voilà. Ça signifie une France une et indivisible. Voilà pour l'essentiel. Alors après, je vous ai mis une bibliographie concernant les différents aspects que j'ai développés aujourd'hui. Et puis surtout un site très important. Vous avez le site de l'Élysée. Vous avez un autre site qui est viepublique.fr. Et vous avez également le site du Conseil constitutionnel. Donc, je ne vous en ai pas mis beaucoup. Je vous ai mis ces 3 sites-là, plus quelques autres références sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Alors, je résume ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui. Dans ce cours portant sur les valeurs de la République, l'idée, c'était de vous dire que à la fois les principes et les symboles sont aussi des éléments constitutifs de l'identité de la République, sont aussi des éléments constitutifs de l'identité de la République, et qu'il faut en connaître déjà le nom, mais aussi l'histoire. Voilà. Les contenus, par exemple, une France démocratique, qu'est-ce que cela signifie, mais également l'histoire du drapeau français ou de l'hymne national. Il faut avoir un petit aperçu pour mieux faire passer, transmettre les valeurs de la République. Voilà. Alors, j'attends vos remarques et vos questions. Alors, j'ai dû faire vite sur la fin, désolé. Oui, monsieur. J'écoute. C'était juste pour une précision. Le faisceau dont vous avez parlé avec les branches, oui. C'est un symbole ou un emblème? C'est un emblème. C'est un emblème. C'est un emblème. Ça n'a pas un caractère officiel. Ça n'a pas un caractère officiel. C'était pas un symbole avant. Non, en revanche, le licteur, non, n'a jamais été, le faisceau de licteur n'a jamais été un symbole avant. Non, jamais. Merci beaucoup. Alors, je vous l'ai dit, mais je le répète, hein, un symbole, c'est un emblème, mais tout l'emblème n'est pas un symbole. D'accord? Voilà, je voulais vous donner cette précision-là à nouveau. Il y a des symboles qui sont officiels
et qui sont reconnus dans les textes constitutionnels, la langue, le drapeau, l'hymne national, mais il y en a d'autres, par exemple le coq gaulois, ce n'est pas officiel. Même si l'équipe de France, certaines équipes de France portent le coq gaulois, mais ce n'est pas un symbole. C'est un emblème, mais ce n'est pas un symbole. Voilà. Autre question, remarque par rapport au cours? Non. Apparemment, non. Bien. Ben, écoutez, je vous remercie pour votre attention et désolé encore pour ces problèmes techniques du début. Sans ça, on aurait pu mieux développer la fin, mais en tout cas, l'essentiel est sur les slides que je vais vous laisser très prochainement. Voilà. Ben, merci à vous, bon appétit et donc à la prochaine fois. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci.